Ma famille m'a mis dehors pour avoir acheté une maison délabrée à 1200 € au lieu de financer la retraite de mon frère. Mon père s'est moqué de moi. Vit comme de la ferraille et m'a accusé de les avoir fait honte. Bonjour à tous, je suis Marc, j'ai 32 ans. Avant de vous raconter comment cette simple décision a mené à un moment d'humiliation publique qui a brisé leur vie de porcelaine parfaite, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Tout a commencé avec la pluie. Ce genre de crachin froid et incessant d'octobre qui semble personnel. Celui qui s'infiltre à travers votre veste et jusque dans vos os. J'étais assis dans ma berline de 10 ans, moteur éteint, le seul bruit étant le tambourinement rythmique de l'eau sur le toit. Je regardais juste ma nouvelle propriété. Propriété semblait un mensonge. C'était une épave, une triste petite maison affaissée entre deux autres d'apparence plus saine, comme un vieil homme aux mauvaises épaules. La peinture, autrefois d'un bleu joyeux, était maintenant d'un gris lépreux qui s'écaillait. Les fenêtres étaient barricadées avec des morceaux de contreplaqué dépareillés, lui donnant le regard aveugle et vide de quelque chose de mort depuis longtemps. Le porche s'affaissait si dramatiquement au milieu qu'il semblait soupirer. Cette triste chose brisée m'a coûté 1200 €. Ça m'a coûté chaque dernier centime que j'avais méticuleusement économisé de mon travail de rédacteur de demande de subvention. Un travail où je passais mes journées à convaincre des fondations d'investir dans les rêves des autres, et maintenant c'était mon rêve. Un cauchemar peut-être, mais c'était tout à moi. L'intérieur de la voiture commençait à sentir la laine mouillée et le café rassis. Le pare-brise s'embuait à cause de ma propre respiration anxieuse. Mon téléphone, posé face cachée sur le siège passager, a vibré. C'était une petite vibration dure et colérique, comme un frelon piégé dans un bocal. Je n'avais pas besoin de regarder. Je savais que c'était la dernière poussée vers la sortie, la confirmation numérique de mon exil. Il y a juste une semaine, j'étais dans un autre univers. J'étais assis à la table à manger en acajou colossal de mes parents. Une table si polie que l'on pouvait y voir son propre reflet misérable. La lumière du lustre en cristal au-dessus était froide et impitoyable. Ma mère Éléonore tenait un verre de vin rouge coûteux, le faisant tourner pour que la lumière capte les facettes de ses bagues en diamant. Elle est la directrice exécutive d'une organisation à but non lucratif locale importante, ce qui est une façon élégante de dire qu'elle est la reine incontestée du drame de la haute société de notre ville. 15 000 € n'est pas une somme exorbitante, Marc, avait-elle dit, sa voix aussi douce que de la soie mais avec un bord d'acier trempé. C'est pour ton frère, cette cure spirituelle à Sedona. Ça va complètement réinitialiser son énergie. Il en a besoin, il le mérite après tout ce qu'il a fait pour cette famille. Tout ce qu'il avait fait pour la famille. La pensée était si absurde que c'en était presque drôle. Mon frère Damien a 28 ans et sa principale contribution au monde est un fil Instagram très soigné. C'est un influenceur bien-être autoproclamé, un maître dans l'art de débiter des affirmations creuses tout en ayant la profondeur émotionnelle d'une flaque d'eau. Mon père Richard, un homme qui pouvait commander une salle d'audience d'un seul regard glacial, s'est raclé la gorge. C'était un son qui signifiait les affaires. L'argent, Marc. Ta mère t'a posé une question. L'as-tu déjà transféré sur le compte de ton frère? Le silence qui a suivi ma réponse était une chose physique, qui me pressait les oreilles. Je leur ai dit que mes économies avaient disparu. Je leur ai dit que je l'avais dépensé non pas pour les vacances de nettoyage d'orave de Damien, mais pour un acompte sur une maison. Damien a lâché un aboiement de rire, court et laid. Une maison? Tu as acheté cette bicoque sur la rue des Chênes? Sérieux? Ma sœur cadette Valérie, toujours la fidèle demoiselle d'honneur de ma mère, lui a lancé un regard qui était pur amusement partagé. La voix de mon père est tombée dans le registre dangereusement bas qu'il réservait pour écraser un témoin. Tu as dépensé tes économies pour toi-même. Ce n'était pas une question, c'était une accusation. C'est là que j'ai enfin regardé le téléphone qui vibrait dans ma voiture. Je l'ai pris. Une capture d'écran envoyée par ma cousine Juliette, la seule qui ait jamais pris mon parti. C'était un message de ma mère destiné au groupe de discussion familiale, celui dont j'avais été silencieusement retiré. Les mots étaient sans équivoque, il ne doit pas venir à Pâques. L'affaire est close. Nous n'en discuterons plus. Pas d'argument, pas d'éclat, juste un effacement, une mise au ban numérique. J'étais un fil lâche, et ma mère, la maîtresse tisserande de l'image parfaite de notre famille, venait de me couper net. J'ai regardé alternativement la lueur froide de l'écran de téléphone et la forme sombre et brisée de la maison. La pluie tombait plus fort. Pour la première fois, vraiment seul,
je me suis permis de poser la question qui me déchirait la gorge, venais-je de ruiner toute ma vie? Voyez-vous, être le paria dans ma famille n'était pas un nouveau rôle pour moi, c'était juste la première fois que c'était rendu si officiel. Assis sur le sol poussiéreux de cette maison vide, le silence amplifiant chaque craquement et gémissement de la vieille structure, le passé n'était pas juste un souvenir, c'était un fantôme assis juste là avec moi. Il ne s'agissait pas des 15 000 € pour la retraite de Damien, il ne s'agissait jamais d'une seule chose. Il s'agissait de l'érosion lente, constante et à vie de ma propre valeur. J'ai fermé les yeux et j'avais de nouveau 16 ans. C'était mon anniversaire. Au centre de la table à manger se trouvait un gâteau plat bon marché du supermarché local, du genre avec ce glaçage cireux trop sucré. En glaçage bleu tremblotant, il était écrit « Joyeux anniversaire Marcus ». Marcus, je me souviens avoir essayé d'en faire une blague, un rire nerveux m'échappant. Je suppose qu'il n'avait plus la lettre C aujourd'hui. Ma mère, sans même lever les yeux de son magazine, a agité une main dédaigneuse. « Oh Marc, ne sois pas si susceptible. C'est l'intention qui compte, pas l'orthographe. » Son intention valait apparemment environ 12 €. Je me souviens du goût de ce gâteau, écœurant, artificiel et solitaire. 2 semaines plus tard, la maison bourdonnait d'excitation. C'était le 16e anniversaire de Damien. Quand je suis rentré de l'école, une Volkswagen Jetta neuve et brillante était garée dans l'allée. Un nœud rouge ridiculement grand était collé sur le capot. Damien, qui avait à peine obtenu la moyenne ce semestre-là et considérait la lecture du manuel comme une activité facultative, se voyait remettre les clés d'une voiture à 20 000 €. Mon père lui a tapoté le dos, un rire fier et retentissant faisant écho dans le garage. « Responsabilité, mon fils. Ça va t'apprendre la responsabilité. » Je suis resté là, serrant mon sac à dos, et j'ai compris. L'intention pour lui était juste différente. Les souvenirs affluaient sans y être invités. En première année de lycée, je n'étais pas un athlète ou un gosse populaire. J'étais un intello. Ma passion était l'écriture. J'ai mis tout mon cœur dans un essai pour un concours à l'échelle de la région, une œuvre sur la vision de mon grand-père de la communauté. J'ai gagné la première place. Cela s'accompagnait d'un prix de 500 € et d'un certificat lourd et officiel dans une chemise en carton. Je suis rentré chez moi en flottant, pratiquement. À table ce soir-là, je l'ai sorti de mon sac, mes mains tremblant légèrement de fierté. J'ai gagné, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Le concours régional. Mon père a jeté un coup d'œil au certificat pendant une seule seconde dédaigneuse. Il a grogné avant de tourner une page de son journal. Le froissement du papier était plus fort que n'importe quel mot de félicitation. Ma mère a offert un sourire mince et pincé. « C'est bien, cher. »« Très bien. » Elle s'est ensuite immédiatement tournée vers Damien. « Damien, raconte à ton père le prix que tu as gagné aujourd'hui. » Damien s'est rengorgé, bombant le torse. « J'ai gagné un meilleur cheveu dans le classement du yearbook. » La semaine suivante, sa photo de meilleur cheveux, arrachée du yearbook, a été encadrée professionnellement dans un bois de cerisier foncé et accrochée dans le couloir principal. Mon certificat, mon gain de 500 €, a été relégué dans une chemise en carton dans le tiroir du bureau de mon père. Je ne le savais que parce que je l'avais vu une fois, enfoui sous de vieilles déclarations d'impôts. Ce n'était jamais un grand acte dramatique de cruauté. C'était la mort par 1000 coupures de papier. J'étais le responsable, le tranquille, celui qui avait de bonnes notes et ne causait pas de problème. J'étais la base solide et ennuyeuse. Damien était la façade tapa à accent graveleuil et charmante qui attirait toute l'attention et toutes les ressources. Mon rôle était d'être raisonnable pour qu'il puisse être spectaculaire. Mon but était d'être l'ombre qui rendait sa lumière plus brillante. Un grand coup soudain à la porte d'entrée m'a ramené au présent. Ma première pensée, une poussée de panique pure, a été que c'était mon père, venu me ramener à la maison et me sermonner jusqu'à soumission. J'ai rampé jusqu'à la porte, le cœur battant, et j'ai regardé à travers une fente dans le contreplaqué. Un soulagement si puissant qu'il m'a fait plier les genoux m'a envahi. Debout sur mon porche délabré se tenait mon ancien colocataire d'université, Thomas. C'était une montagne d'hommes, un entrepreneur de métier avec un visage gentil et ouvert et une poussière de sueur de bois en permanence dans ses cheveux. Il tenait 2 boîtes à pizza grasses comme une offrande de paix, et un pack de 6 bières était glissé sous son autre bras. Quartier général de la rébellion, je présume, a-t-il tonné, ses yeux faisant un rapide scan professionnel de la peinture écaillée et du porche affaissé. Il ne jugeait pas, il évaluait. Quelque chose comme ça, ai-je réussi à dire,
le premier vrai sourire depuis des semaines effleurant mes lèvres. Nous nous sommes assis sur le sol poussiéreux de ce qui serait un jour mon salon, utilisant un seau de peinture renversé comme table. La pizza était chaude et grasse, et probablement la chose la plus délicieuse que j'ai jamais goûtée. Pendant un moment, nous avons juste mangé en silence, le silence confortable de vieux amis. Alors, a dit finalement Thomas, s'essuyant la bouche avec le dos de la main, ils l'ont enfin fait, hein? Ils t'ont mis à la porte. J'ai juste hoché la tête, la gorge soudain nouée. Je n'avais pas les mots pour expliquer les années de blessures accumulées. Tu sais, a-t-il dit, se penchant contre le mur, je n'aurais jamais réussi à ingénierie 101 minutes sans toi. Je me noyais. Tu es resté debout avec moi pendant 3 nuits d'affilée avant l'examen final, dessinant des schémas, expliquant des concepts. Tu ne m'as jamais fait sentir stupide. Tu as juste aidé. Tout le monde a besoin d'une personne dans son coin qui le voit vraiment. Mec, tu étais cette personne pour moi à l'époque. Alors laisse-moi être ça pour toi maintenant. Il a désigné la pièce avec sa bouteille de bière. Cet endroit a l'air d'un enfer, mais les fondations sont bonnes. Base solide, bonne structure. Je suis entrepreneur, j'ai des outils, j'ai une équipe. On peut réparer ça. Toi et moi. Une lueur de quelque chose de chaud et d'inconnu a jailli dans ma poitrine. Ce n'était pas la chaleur suffocante de la colère ou le vide froid du désespoir. C'était l'espoir. Une petite flamme fragile, mais elle était là. Le jour suivant a été un tourbillon d'activité. Alors que Thomas et moi retirions un morceau de contreplaqué tenace d'une fenêtre avant, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, pensant que c'était un appel indésirable, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Et gamin, la voix était râpeuse, comme du gravier et de la fumée de cigarette. Il m'a fallu une seconde pour reconnaître. Tante Catherine. Catherine était la sœur de ma mère, le mouton noir de la famille de la génération précédente. Elle avait été excommuniée des années auparavant pour avoir épousé un musicien de jazz que mon père avait jugé bon à rien. Je ne lui avais pas parlé depuis que j'étais adolescent. J'ai appris que tu avais enfin fini, a-t-elle dit, un ricanement sec et sans humour dans la voix. Quitter la secte familiale, je veux dire. On pourrait dire ça, ai-je répondu, appuyant mon front contre la vitre fraîche et poussiéreuse de la fenêtre que nous venions de dégager. Laisse-moi te raconter une histoire, Marc, sa voix est devenue sérieuse. Quand j'ai rencontré mon mari, ton oncle Robert, ta mère m'a dit qu'il allait ruiner ma vie. Ton père a proposé de payer Robert 10 000 € pour qu'il disparaisse. Quand ça n'a pas marché, ils ont dit à toute la famille que j'avais fait une dépression nerveuse et que Robert profitait de moi. Ils m'ont complètement coupé les ponts. Pendant des années, j'ai attendu des excuses. Elles ne sont jamais venues. J'ai écouté, mes jointures blanches alors que je serrais le téléphone. Je te dis ça pour une raison, a-t-elle continué. Ton seul crime à leurs yeux était que tu n'étais pas Damien. C'est tout. Tu ne suivais pas le scénario. Mais j'appelle pour te prévenir. Me prévenir de quoi? C'est fini. Ils m'ont mis dehors. Oh, chérie, elle a soupiré, un monde de sagesse lasse dans ce son. Ce n'est pas la fin. Ce n'est que la première manche. Ils vont t'ignorer pendant un temps, essayer de faire comme si tu n'existais pas. Mais au moment où ils auront besoin de quelque chose, un bouc émissaire, un coussin financier, une histoire pour se faire bien voir, ils reviendront. Et ils agiront comme si rien ne s'était passé. Ils essaieront de te faire croire que tu as tout imaginé. Ne les laisse surtout pas faire. N'oublie jamais ce que tu ressens en ce moment. Ce sentiment dans tes tripes, c'est la vérité. Accroche-toi à lui comme à une sacrée bouée de sauvetage. Ces mots m'ont envoyé un frisson dans le dos. Ils sont restés en suspens longtemps après que nous ayons raccroché. Ils reviendront quand ils auront besoin de quelque chose. À ce moment-là, je ne pouvais pas imaginer de quoi ils pourraient bien avoir besoin de moi, le fils qu'ils avaient jeté comme un déchet. Je n'avais aucune idée à quel point ces mots se révéleraient prophétiques. Le travail sur la maison est devenu mon salut. Thomas était une force de la nature. Il m'a appris la différence entre une Philips et une plate, comment mesurer 2 fois et couper une fois, comment reboucher les bosses et les éclats d'une vie entière. Mes mains, habituées au plastique lisse d'un clavier, sont devenues calleuses et écorchées, mais c'était une bonne douleur. C'était la douleur de la création. Mon voisin d'un accent grave côté, un plombier à la retraite nommé Monsieur Dubois, a commencé à observer nos progrès depuis sa balançoire de Porsche.
C'était un vieil homme maigre de 70 ans passés, avec des yeux vifs et astucieux qui ne manquaient rien. Un après-midi, alors que je luttais avec un tuyau qui fuyait sous l'évier de la cuisine, me retrouvant trempé dans le processus, il s'est avancé en boitant, une boîte à outils à la main. « Tu tiens cette clé tout de travers, fiston ?» a-t-il dit, sa voix un grognement rude mais pas méchant. « Tu vas foirer le boulon, et là, tu auras un vrai problème. » Pendant l'heure qui a suivi, il m'a guidé patiemment, ne me disant pas seulement quoi faire, mais m'expliquant le pourquoi. Il n'a jamais demandé une seule fois à propos de ma famille ou pourquoi un homme de 32 ans vivait dans une maison abandonnée. Il a juste partagé ses connaissances, tranquillement et généreusement. Lentement, laborieusement, la maison a recommencé à respirer. Nous avons découvert les fenêtres, laissant entrer des faisceaux de lumière poussiéreuse de l'après-midi. Nous avons remis l'électricité, chassant les ombres. Nous avons passé une nouvelle couche d'après sur les murs du salon, couvrant les taches d'eau du passé. Pour la première fois, j'ai ressenti une poussée de fierté. C'était quelque chose que je construisais, c'était à moi. J'ai commencé à penser que peut-être, juste peut-être, tante Catherine avait tort. Peut-être que c'était la fin de l'histoire. Peut-être qu'il me laisserait simplement tranquille pour reconstruire ma vie en paix. Cet espoir insensé a été brisé en 1 million de morceaux un matin ensoleillé de mardi. Le coup à la porte était sec, arrogant et impatient. Ce n'était pas le coup amical de Thomas ou le léger tap-tap de Monsieur Dubois. C'était un coup qui ne s'attendait pas à devoir attendre. Mon estomac s'est noué. J'ai ouvert la porte, et mon nouveau monde fragile a basculé sur son axe. C'était Damien. Il était appuyé contre la rampe du Porsche, une étude du dédain décontracté. Il était vêtu d'un jean de marque qui coûtait probablement plus cher que ma maison et d'une chemise en lin blanc impeccable qui semblait ridicule dans notre quartier poussiéreux. Des lunettes de soleil, bien sûr, étaient perchées sur sa tête parfaitement coiffée, lauréate du prix des meilleurs cheveux. Il ne me regardait même pas. Son regard était fixé sur la rue, un sourire suffisant jouant sur ses lèvres. « Waouh !» a-t-il dit, sa voix assez forte pour que Monsieur Dubois, qui s'occupait de ses rosiers de l'autre côté de la rue, entende clairement. « Alors c'est ça, le palais ? Je dois dire que ça fait vraiment baisser la valeur immobilière de tout le quartier. Les gens en parlent. » Ma mâchoire s'est serrée jusqu'à me faire mal. « Qu'est-ce que tu veux, Damien ? Je prends juste de tes nouvelles, frangin, » a-t-il dit, tournant enfin son regard condescendant vers moi. Il m'a regardé de haut en bas, observant mon jean éclaboussé de peinture et mon vieux t-shirt avec un air de pitié théâtrale. « Tu as un peu disparu de la circulation. » Maman s'inquiétait. S'inquiétait, ai-je répété sèchement. Le mot était un mensonge, et nous le savions tous les deux. C'est ça ? Il m'a bousculé sans invitation, entrant à grands pas dans le salon. Ses mocassins italiens coûteux ont râpé sur le sol en contreplaqué. Nous n'avions pas encore posé le stratifié. Il a passé un doigt manucuré sur le mur fraîchement apprêté, puis a examiné son doigt du bout du nez, comme s'il avait touché quelque chose de contagieux. « Écoute », a-t-il dit, son ton changeant brusquement vers une fausse préoccupation fraternelle. « Je vais aller droit au but. Il y a eu une plainte. Quelqu'un, et je ne dis pas qui, t'a signalé à l'association des propriétaires. » Il a énuméré les infractions imaginaires sur ses doigts. Multiples violations du code. Peinture écaillée, ce qui est une disgrâce. Jardin envahi, ce qui attire la vermine. Tout y est. Ils peuvent te mettre des amendes, tu sais. Des milliers. Je l'ai juste fixé, mon esprit en pleine course. Le timing était trop parfait. C'était lui, le quelqu'un. Je le savais aussi sûrement que je connaissais mon propre nom. Il essayait de m'étouffer avec des règlements avant même que je puisse commencer. C'est pour ça que tu es là. Pour me livrer la mauvaise nouvelle en personne, ai-je demandé, ma voix plus froide que je ne le voulais. Il a affiché un sourire blanc éclatant, celui qu'il utilisait sur ses abonnés. Non, non, bien sûr que non. Je suis là parce que je suis un bon frère. Il s'est approché, son parfum coûteux envahissant mon espace personnel. Sa voix a baissé en un murmure conspirateur. Il y a eu un problème, un vrai cauchemar. Un tuyau a éclaté dans mon centre de bien-être. Tout a été inondé. C'est un désastre. L'assurance est une vraie plaie, il traîne des pieds. J'ai juste besoin d'un endroit où dormir un petit moment, juste pour une nuit ou deux, mec, jusqu'à ce que je règle les choses. Toutes les sonnettes d'alarme dans ma tête se sont mises à hurler un avertissement aigu.
La voix de tante Catherine a fait l'écho dans mes oreilles, ils reviendront quand ils auront besoin de quelque chose. C'était ça. C'était le moment qu'elle avait prédit. Il n'était pas là pour prendre de mes nouvelles. Il était là pour se servir de moi. Mais en le regardant, mon frère, jouant cette comédie pathétique et désespérée, une petite partie stupide et profondément ancrée en moi a ressenti une lueur de quelque chose. Ce n'était pas de la pitié, pas vraiment. C'était le fantôme d'une vie entière de conditionnement. Le besoin d'être le responsable. Le besoin de régler les choses. D'accord, me suis-je entendu dire, le mot ayant un goût de poison. La décision allait à l'encontre de chaque instinct rationnel que j'avais. Une nuit. Le canapé, c'est tout ce que j'ai. Son visage s'est illuminé d'un sourire triomphant et soulagé. Tu es un sauveur, Marc. Un vrai sauveur. Je savais au fond de moi que je pouvais compter sur toi. Ce fut ma première erreur. Ma deuxième erreur fut de me réveiller le lendemain matin non pas au son de mon réveil, mais au son des rires joyeux et performatifs de mon frère. Je suis sorti de ma chambre en trébuchant et suis entré dans la cuisine, et la scène qui m'attendait m'a glacé le sang. Damien avait déplacé ma table de cuisine contre le mur, installé un projecteur annulaire de qualité professionnelle et son smartphone haut de gamme était perché sur un trépied. Il était en plein live stream avec ses milliers d'abonnés adorateurs. Et c'est ici que mon frère, que Dieu le bénisse, a vécu, Damien Minoteil dans la caméra, son visage un masque de préoccupation angélique. C'est tellement important pour nous, en tant qu'être spirituel, de rester ancré, vous savez. De se souvenir d'où l'on vient. D'embrasser la lutte de ceux qui sont moins fortunés. Il s'est ensuite retourné et a donné un petit coup de pied méprisant à mon vieux réfrigérateur cabossé. Honnêtement, les gars, toute cette ambiance dégage un trauma générationnel. J'ai dû faire un bruit, car il m'a vu. Son sourire s'est élargi. Il a tourné la caméra pour me faire face, debout là dans mon vieux pyjama usé, confus et horrifié. Et le voici, l'homme de l'heure. Dites bonjour à mes anges, Marc, a-t-il gazouillé, comme si c'était une merveilleuse fête surprise. Les commentaires inondaient son écran, une cascade de textes. Je pouvais les voir clairement. OMG, il a l'air tellement triste. Dieu vous bénisse de l'aider, Damien. Et puis, un qui m'a noué l'estomac, c'est un squatter? Damien l'a vu aussi et a lâché un rire. Un squatter? Non, non, il possède ce projet. Il a zoomé sur mes pieds. Regardez ces pantoufles, les gars. Ça fait les chic grande dépression, mais on va l'aider. On va le relever. Ça a été le déclic. Le dernier fil de ma patience, usé par 32 ans, s'est brisé net. J'ai avancé, mes mouvements lents et délibérés. Il n'y a pas eu de cris, pas de hurlements. Un calme étrange et froid s'était installé en moi. J'ai simplement tendu la main, pris son téléphone du trépied, trouvé le bouton End Live Stream et appuyé dessus. L'écran est devenu noir. Dehors, ai-je dit. Ma voix était calme, mais elle portait dans le silence de la cuisine. Le masque charmant d'influenceur a disparu de son visage, remplacé par le sourire méprisant et gâté que je connaissais si bien depuis mon enfance. Quel est ton putain de problème, a-t-il sifflé, sa voix un murmure venimeux. Je t'aidais. Je racontais ton histoire. Tu te servais de moi, les jeux corrigés. Et je veux que tu sortes de ma maison, maintenant. Il a commencé à ramasser ses affaires, en faisant tout un numéro théâtral, soupirant et secouant la tête pour un public imaginaire. Voilà ce que j'obtiens pour avoir essayé d'être un bon frère, a-t-il annoncé à la pièce vide. Voilà les remerciements que j'obtiens pour avoir montré de la compassion. Il a attrapé son sac de voyage de marque et s'est précipité vers la porte, la claquant si fort derrière lui qu'une petite pluie de poussière de plâtre est tombée du cadre de la porte. Je suis resté là longtemps, très longtemps, mon corps tremblant d'une rage si profonde qu'elle semblait vouloir me déchirer de l'intérieur. J'ai cru que c'était fini. J'ai cru que c'était le pire de tout ce qu'il pouvait faire. J'avais tellement, tellement tort. Ce n'était même pas proche. Plus tard ce soir-là, alors que j'essayais de frotter le sentiment de violation hors de ma propre cuisine, mon téléphone a vibré avec une notification. C'était un message de Thomas. Ce n'était pas du texte. C'était juste un lien. Mes mains tremblaient en cliquant dessus. Mon estomac n'est pas juste tombé, il a plongé dans un abîme noir sans fond. C'était une page GoFundMe. Le titre, en grandes lettres grasses, était « Aider mon frère Marc à reconstruire sa vie ».
L'image principale était une capture d'écran du live stream de ce matin-là. Une photo de moi, l'air perdu, fatigué et vaincu, dans mon vieux pyjama, mes cheveux en bataille. Une photo prise sans ma connaissance ni mon consentement, dans ma propre maison. La description, écrite par Damien, était un chef-d'œuvre de fiction manipulatrice. C'était une symphonie de mensonges, me dépeignant comme une figure tragique qui avait souffert d'une grave dépression mentale et émotionnelle après n'avoir pas réussi à faire face aux pressions de la vie moderne. Il parlait de ma chute et de son effort héroïque et saint pour ramener son cher frère dans la lumière. Et au bas de la page, une barre de progression. Dans les quelques heures qui s'étaient écoulées depuis qu'il avait quitté ma maison, il avait déjà recueilli plus de 8 000 euros. Le pire? J'ai fait défiler jusqu'aux petites lettres. Les fonds étaient envoyés directement sur un compte PayPal, un compte professionnel enregistré sous le nom de l'entreprise Damien Bien-être. Mon propre frère monétisait mon humiliation. Il utilisait ma lutte, une lutte que lui et ma famille avaient créée, comme une escroquerie de collecte de fonds. J'ai ressenti une vague de nausée si intense que j'ai dû me cramponner au comptoir pour ne pas tomber. Je me suis effondré sur une chaise de cuisine, le téléphone serré dans mon poing. Ce n'était plus une querelle familiale. Ce n'était pas une question de favoritisme ou de blessure ressentie. C'était complètement autre chose. C'était un acte calculé et cruel d'exploitation publique. C'était de la fraude. Juste au moment où je perdais pied, mon téléphone a vibré à nouveau. Un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Salut Marc, c'est Élise. Je suis parajuriste et ami de Thomas. Il était furieux et m'a montré la page GoFundMe. Je suis tellement désolé que tu traverses ça. S'il te plaît, ne panique pas. Tu n'as pas autorisé ça, n'est-ce pas? Parce que d'un point de vue légal, ça ressemble beaucoup à un détournement d'image, une exploitation civile, et très probablement une fraude électronique. Si tu as besoin d'aide pour comprendre tes options, je serai heureuse de te donner quelques conseils, gratuitement. Avant même que je puisse digérer cela, un autre message est arrivé. C'était de Diane, une femme tranchante et pragmatique dans la quarantaine de mon bureau, spécialisée en marketing numérique. Marc, j'ai vu ce que Damien a posté. Une amie l'a partagé. Ne lui réponds pas. Ne commente pas. Mais ne le laisse pas le supprimer. Fais des captures d'écran de tout, la page de la campagne, la description, les montants des dons, les commentaires, chaque publication qu'il fait à ce sujet. Nous avons besoin d'une trace numérique propre et indéniable. Ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est une preuve. J'ai fixé ces 2 messages qui brillaient sur l'écran dans la faible lumière de ma cuisine. La nausée a commencé à reculer. Le désespoir a commencé à s'évanouir. À sa place, une détermination froide et dure a commencé à se former. C'était comme de l'acier se solidifiant dans mes veines. Ils pensaient que j'étais un paillasson, un accessoire lamentable pour leur drame familial. Ils pensaient que j'allais juste encaisser, que j'allais m'effondrer face à la honte publique. Ils allaient découvrir à quel point ils avaient tort. Ils avaient commencé une guerre. J'allais la finir. Les semaines qui ont suivi ont semblé vivre dans l'œil d'un ouragan. Le monde extérieur était un chaos tourbillonnant des mensonges de Damien, mais à l'intérieur de ma petite maison, il y avait un calme étrange et concentré. La colère était toujours là, un charbon ardent brillant dans ma poitrine, mais ce n'était plus un feu sauvage et destructeur. C'était une forge, et je la modelais en une arme. Ma table de cuisine est devenue notre salle de guerre. Élise, Diane et Thomas sont devenus mon conseil de guerre inattendu et férocement loyal. L'air, qui sentait autrefois l'humidité et la décomposition, sentait maintenant la peinture fraîche, le café infusé et la stratégie. Élise était un don du ciel. Elle était tranchante, précise, et elle a exposé le champ de bataille avec une clarté à la fois terrifiante et stimulante. D'accord, première chose, a-t-elle dit lors de notre première réunion, son stylo tapant un rythme sec sur un bloc-notes jaune. Nous rédigeons et envoyons une lettre formale de mise en demeure. Nous l'envoyons par courrier recommandé à son centre de bien-être et à l'adresse de nos parents. Ce n'est pas une suggestion, c'est une exigence légale. Elle stipule qu'il doit immédiatement retirer la campagne frauduleuse, cesser d'utiliser votre image et publier un démenti public. Plus important encore, cela crée un dossier légal attestant que vous vous êtes formellement et sans équivoque opposé à ces actions. Cela montre que vous n'êtes pas un participant consentant. Elle m'a guidé à travers le langage, transformant mon indignation émotionnelle en prose juridique froide et dure. Pendant ce temps, Diane était mon fantôme numérique, mon officier de renseignement.
Il est arrogant, et ça le rend négligent, a-t-elle dit un soir, son ordinateur portable ouvert sur la table, projetant une lueur sur son visage déterminé. Il utilise les mêmes photos sur toutes ses plateformes, mais il adapte le récit sur Instagram pour ses jeunes anges. Tu es un projet spirituel, une mâme à sauver. Il utilise des mots comme cheminement et guérison. Mais sur Facebook, où il est connecté à tous les amis du country club de maman et papa, il laisse entendre que tu es instable. Il utilise des mots comme problème et période difficile. C'est une campagne de dénigrement classique conçue pour le faire passer pour un saint pour avoir même affaire à toi. Elle était implacable, archivant chaque publication, chaque commentaire, chaque déclaration contradictoire. Elle a créé une chronologie, une carte numérique de ses mensonges, si claire et accablante qu'elle en était presque belle dans sa laideur. Mais c'est Thomas, mon ami fidèle et solide, Thomas, qui a trouvé la preuve irréfutable. Il m'aidait à trier une montagne de courriers qui s'étaient empilés sur le sol. La plupart étaient des publicités, mais ensuite il a tenu une épaisse enveloppe d'apparence officielle. Et, mec, a-t-il dit, les sourcils froncés de confusion. C'est de l'Agence régionale de développement économique. Pourquoi t'écrivent-ils au sujet d'une demande de subvention pour une initiative de bien-être communautaire holistique? J'ai pris la lettre de sa main, mes doigts engourdis. J'ai lu le premier paragraphe, et l'air a quitté mes poumons. Damien, utilisant mon nom comme résident et mon adresse comme lieu d'activité, avait demandé une subvention d'État de 25 000 € pour les petites entreprises appartenant à des minorités dans les quartiers sous-développés. Il avait écrit un essai émouvant sur son projet d'utiliser l'espace, ma maison, pour offrir des cours gratuits de méditation et de yoga aux propriétaires déplacés et défavorisés. Il utilisait mon identité, ma maison, ma lutte, pour commettre une fraude contre le gouvernement. Oh, il faut que tu plaisantes, a soufflé Élise quand je lui ai transféré une photo de la lettre. Elle m'a appelé immédiatement. Marc, c'est ça. C'est le coup de grâce. Ça élève tout. Ça va au-delà d'un procès civil. C'est une infraction fédérale. Il a franchi une ligne qu'il ne peut plus traverser. Juste au moment où je pensais que la situation ne pouvait pas devenir plus surréaliste, j'ai reçu un appel. C'était ma patronne, le docteur Léna Vidal. Elle était la formidable directrice de l'agence à but non lucratif où je travaillais depuis 5 ans, une femme d'une cinquantaine d'années avec un doctorat en politique sociale et une réputation d'être aussi dure que les clous mais férocement juste. Marc, pouvez-vous venir à mon bureau, s'il vous plaît? Dès que vous le pouvez. Son ton était bref, indéchiffrable. Mon cœur battait la chamade pendant que je conduisais jusqu'au bureau. C'était ça. Le couperet allait tomber. Damien, dans sa campagne de terre brûlée, devait l'avoir contacté. J'étais sur le point de perdre mon emploi, la seule parcelle de stabilité qui me restait. Je suis entré dans son bureau spacieux, rempli de livres. L'air était tendu. Fermez la porte, a-t-elle dit sans lever les yeux d'un dossier sur son bureau. Je l'ai fait, mes mains moites sur la poignée de porte. Elle a désigné la chaise en cuir en face d'elle. Je me suis assis. J'ai reçu un appel très inhabituel ce matin, a-t-elle commencé, levant enfin les yeux pour rencontrer les miens. Ils étaient vifs et intelligents, et à ce moment-là, ils étaient plissés. De la part d'un homme se présentant comme votre frère. Je me suis préparé. Je vois. Il m'a dit, a-t-elle poursuivi, sa voix égale, que vous traversiez une grave crise de santé mentale, que vous étiez devenu erratique et instable. Il a suggéré que, pour le bien de la réputation de notre agence, toute future donation destinée au projet que vous gérez devrait peut-être être réorientée. Elle a fait une pause, laissant les mots en suspens, vers une initiative axée sur la communauté plus stable. Il a été assez aimable pour suggérer la sienne. J'ai senti le sang quitter mon visage. C'était pire que ce que je pensais. Il ne l'avait pas juste appelé. Il avait activement essayé de saboter ma carrière et d'escroquer l'organisation même pour laquelle je travaillais. J'ai ouvert la bouche pour me lancer dans une défense désespérée et décousue, mais le docteur Vidal a levé une seule main impérieuse. Marc, a-t-elle dit, sa voix s'adoucissant presque imperceptiblement, vous avez été l'un de mes rédacteurs de demandes de subventions les plus fiables, méticuleux et efficaces pendant 5 ans. Vos propositions sont pratiquement des œuvres d'art. Votre travail a sécurisé des millions d'euros pour des refuges pour sans-abri, des banques alimentaires et des programmes après l'école. Votre caractère dans ce bureau n'a jamais été remis en question, pas une seule fois. Elle s'est penchée en avant, son expression passant de prudente à stratégique. Mon agence est soumise à des audits annuels.
Ma réputation et la réputation de toute cette organisation sont construites sur une intégrité absolue. Ce que votre frère a fait ce matin n'est pas juste une ingérence dans une affaire familiale. Il a tenté d'influencer nos flux de financement et de diffamer un membre clé de mon personnel. Cela devient mon affaire. J'ai regardé, stupéfait, comment elle se transformait de ma patronne en une alliée puissante et inattendue. Je vous mets officiellement en congé administratif, avec pleine paix, a-t-elle annoncé. Mon cœur s'est serré, mais elle n'avait pas fini. Ce n'est pas une punition. C'est une formalité procédurale pour vous protéger, vous et l'agence, pendant que cela se poursuit. Je veux que vous utilisiez ce temps pour mettre vos preuves en parfait ordre. Consultez votre conseiller juridique. Réglez vos affaires, Marc. Elle s'est levée, un signe clair de congé. Faites-moi savoir ce dont vous avez besoin de notre part. Nous tenons des registres impeccables. Je suis sorti de son bureau complètement étourdi. Mon frère avait essayé de brûler ma vie jusqu'aux fondations, mais il n'avait pas réalisé quelque chose, je travaillais avec des professionnels. Il avait essayé de jouer ses jeux dans les ligues majeures, et il était sur le point d'être éliminé. Quelques jours plus tard, une invitation est apparue dans ma boîte de réception, un vide brillant. Damien organisait un grand événement promotionnel pour sa marque de bien-être au grand salon d'un hôtel de luxe en centre-ville. C'était un gala pour célébrer le succès retentissant de sa sensibilisation communautaire, une sensibilisation financée, bien sûr, par le GoFundMe frauduleux. Des sponsors seraient là, des célébrités locales mineures, la presse. C'est là que les fils désespérés du plan se sont connectés dans mon esprit. Un crime public méritait un châtiment public. J'ai décroché le téléphone et appelé tante Catherine. Il m'a invité, a-t-elle dit, sa voix dégoulinante de mépris. Tu peux croire l'audace? Il veut que je monte sur scène, que je parle de guérison familiale et que j'approuve sa soi-disant charité. Ce petit serpent. J'ai une idée, ai-je dit, un but froid et clair se solidifiant dans mon esprit. Mais c'est grand, c'est public, et j'ai besoin de ton aide. Tu es partante? Il y a eu un long silence à l'autre bout de la ligne. Puis j'ai entendu une voix basse et déterminée, une voix qui avait été réduite au silence pendant 20 ans et était prête à parler. Gamin, a-t-elle dit. J'attendais un moment comme celui-ci depuis 2 décennies. Dis-moi exactement ce que tu as besoin que je fasse. Le grand salon d'un hôtel de luxe était une symphonie d'auto-félicitations. L'air était épais du parfum coûteux et des petits fours traiteurs. Les sculptures de glace, déjà en train de fondre sous les lumières chaudes, reflétaient les fontaines de champagne et les robes étincelantes de l'élite de la ville. C'était une illusion parfaite de succès, et au centre de tout cela se trouvait ma famille. J'étais assis à une petite table pour 2 à l'arrière, caché dans l'ombre. Je sirotais un verre d'eau glacée, mes mains fermes. Un étrange calme avant la bataille s'était installé en moi. Je portais un simple costume bleu marine bien coupé. Thomas avait insisté, m'entraînant dans un grand magasin. Tu ne vas pas y aller en ayant l'air d'une victime, avait-il dit en ajustant le nœud de ma cravate. Tu vas y aller en ayant l'air d'un homme qui possède sa propre histoire. Un homme qu'ils ne peuvent pas toucher. Il avait raison. Pour la première fois, j'avais l'impression de porter une armure, pas un déguisement. De mon point de vue, j'avais une vue dégagée sur la scène principale et la table de la famille juste à côté. C'était comme regarder une pièce que j'avais vue 1000 fois. Ma mère Éléonore était radieuse dans une robe à sequins argentés, riant un rire artificiel et tintinabulant avec l'épouse d'un conseiller municipal. Mon père Richard se tenait à ses côtés, un pilier stoïque d'influence tranquille, hochant la tête gravement tandis qu'un président de banque locale lui serrait la main. Et Damien était incandescent. Il se déplaçait dans la foule avec la grâce aisée d'une divinité mineure, acceptant les éloges, touchant les coudes, son sourire ne faiblissant jamais une seconde. Ils étaient la famille parfaite, un tableau de succès se prélassant dans la gloire réfléchie de leur fils d'or. J'ai repéré tante Catherine près du côté de la salle. Elle ne parlait à personne, tenant un petit sac à main, l'air profondément mal à l'aise mais résolu. Nos regards se sont croisés une fraction de seconde à travers la salle bondée. C'était toute la confirmation dont j'avais besoin. Un petit hochement de tête, presque imperceptible, est passé entre nous. Le piège était tendu. Finalement, après une éternité de mondanité, l'événement principal a commencé. Les lumières se sont tamisées. Un projecteur a frappé la scène. Damien y a marché sous une salve d'applaudissements enthousiastes, saluant la foule comme un héros conquérant.
Il s'est lancé dans un discours si mielleux et sentimental qu'il était nauséabond. Le vrai bien-être, a-t-il commencé, sa voix amplifiée par les haut-parleurs remplissant la salle, n'est pas une destination, c'est un cheminement. C'est l'empathie. C'est relever ceux qui sont tombés. C'est la communauté. Derrière lui, un grand écran s'est allumé. Il a commencé par un montage de photos brillantes de lui posant avec les sponsors de l'événement. Puis une photo de ma maison est apparue, la photo avant, dans toute sa gloire délabrée et déchirante. L'un de nos premiers et plus personnels projets, a dit Damien, sa voix maintenant épaisse d'une émotion soigneusement répétée, a été d'aider un membre de ma propre famille. Quelqu'un qui avait perdu son chemin. Quelqu'un piégé dans un cycle de négativité et d'isolement. Une autre photo a clignoté à l'écran, la capture d'écran humiliante de moi tirée de son live stream, dans mon vieux pyjama, l'air épuisé et confus. Un murmure de sympathie a parcouru la foule bien habillée. Mais avec votre aide, Damien a continué, sa voix s'élevant triomphalement, avec votre incroyable générosité, nous lui avons donné plus que de l'argent. Nous lui avons donné de l'espoir. Nous avons lancé un fonds pour reconstruire non seulement sa maison, mais son esprit. Les applaudissements ont été tonitruants. J'ai vu ma mère essuyer délicatement une seule larme parfaite du coin de son œil. Mon père regardait avec une expression de profonde fierté paternelle. C'était leur chef-d'œuvre, la validation publique de leur narrative familiale. Damien a levé les mains pour demander le silence. Et maintenant, pour parler de l'incroyable pouvoir de la guérison familiale, une femme qui comprend mieux que quiconque le chemin du retour à la lumière, ma tante bien-aimée, Catherine. Un léger murmure d'applaudissements a suivi tante Catherine alors qu'elle montait sur scène. Elle avait l'air petite et vulnérable sous le projecteur. Damien l'a enveloppée dans un câlin, lui murmurant quelque chose à l'oreille, une image parfaite d'affection familiale. Elle a pris sa place au pupitre, a ajusté le microphone et a pris une longue et profonde respiration. « Bonsoir », a-t-elle dit. Sa voix était calme, mais parfaitement claire et ferme. Damien m'a demandé de venir ici ce soir pour parler de la famille. Il m'a demandé de parler d'espoir et de reconstruire la confiance. Elle a fait une pause, et ses yeux vifs et intelligents ont balayé la salle silencieuse jusqu'à ce qu'il trouve les miens. Elle a maintenu mon regard un instant. Et je crois en ces choses, a-t-elle poursuivi, sa voix prenant une pointe d'acier. Mais depuis trop longtemps, ma famille est passée maître dans quelque chose d'autre. Maîtresse dans l'art de porteur des masques. De sourire en public et d'humilier en privé. De hisser un enfant d'or sur un piédestal construit à partir des morceaux brisés d'un autre. Un silence choqué et mal à l'aise a commencé à descendre sur la salle. Les sourires polis sur les visages à la table de mes parents se sont figés et ont commencé à se fissurer. Le sourire confiant de Damien a vacillé. L'espoir est une chose belle et puissante, a dit Catherine, sa voix résonnant maintenant d'une force qui semblait remplir chaque coin du ballroom. Mais il n'est pas construit sur une base de mensonges. Et la charité n'est pas de la charité quand elle sert de façade à la fraude. Et puis elle l'a fait. Elle a fouillé dans son petit sac à main et en a sorti une seule feuille de papier pliée. C'était une impression de la demande de subvention que Damien avait soumise à l'État. Celle utilisant mon adresse. Ceci, a-t-elle dit en la brandissant, est une demande de subvention gouvernementale de 25 000 € soumise par l'entreprise Damien Bien-être, affirmant qu'il gère une entreprise à partir d'une propriété à faible revenu qu'il ne possède pas, pour aider un propriétaire déplacé dont il a lui-même créé et exploité la situation. Des murmures audibles ont parcouru le ballroom. Les téléphones, qui avaient été poliment rangés dans les poches et les sacs à main, ont soudainement été levés, leur petite lumière rouge d'enregistrement clignotant comme une constellation de lucioles en colère dans la pénombre. Mais elle n'avait pas fini. Et quant aux 18 000 € de GoFundMe pour reconstruire l'esprit de mon neveu, elle s'est tournée et a regardé directement Damien, qui paraissait maintenant pâle et transpirant sous les lumières chaudes. Peut-être pouvez-vous expliquer ceci ? Le grand écran derrière elle, qui était censé montrer une vidéo émouvante des réalisations de Damien, a vacillé. La vidéo avait disparu. À la place, une seule capture d'écran frappante est apparue. C'était l'échange de SMS entre Damien et notre sœur Valérie que Diane avait découvert. Damien, laisse-le pourrir dans cette bicoque. J'ai juste besoin de sa triste mine pour la com GoFundMe. C'est parfait. L'écran a de nouveau clignoté, un deuxième SMS. Valérie, maman s'inquiète que les gens pensent que c'est de notre faute. Damien, je m'occupe de maman. Je ferai en sorte que ce soit sur son instabilité. Il est bon pour les points de sympathie.
Garde les caméras basses quand tu visites. Montre les fissures dans les murs. Les gens adorent ça. Le silence dans la salle était absolu. Il était si profond que je pouvais entendre le léger pétillement frénétique du champagne dans la fontaine de l'autre côté de la salle. Tous les regards étaient rivés sur l'écran, puis se sont tournés vers Damien, puis vers mes parents. Le masque collectif de toute la famille n'avait pas seulement glissé, il avait été violemment arraché, exposant la laideur pourrie en dessous. Damien a essayé de rire, un son aigu et hystérique. Waouh, un problème technique, les amis. On dirait qu'on a été hacké. Vous pouvez croire la négativité là-bas. Mais personne ne riait avec lui. Sa voix était stridente de panique. Puis vint le coup final dévastateur. Une voix calme, digne et ferme a tranché la tension depuis le fond de la salle. Je peux attester du schéma de tromperie de longue date. Toutes les têtes dans le ballroom se sont tournées. Marchant lentement et délibérément dans l'allée centrale se tenait Madame Leclerc, l'assistante personnelle de mon père depuis plus de 30 ans, une femme qui avait pris sa retraite quelques mois auparavant. Elle avait toujours été une figure silencieuse en arrière-plan dans ma vie, un fantôme dans la machine du dysfonctionnement de ma famille. Maintenant, elle marchait dans la lumière, son expression d'une profonde résolution lasse. Elle ne parlait pas à la foule, elle parlait directement à mon père, qui semblait s'être transformé en pierre. « Richard », a-t-elle dit, sa voix portant le poids indéniable de décennies d'observation silencieuse. « J'ai gardé vos secrets trop longtemps. Je suis restée silencieuse quand je vous ai vu cacher la lettre d'admission de Marc à une grande université parisienne. Je suis restée silencieuse quand vous m'avez fait rédiger les documents pour détourner le fonds fiduciaire de 50 000 € que son grand-père, mon cher ami, lui avait laissé spécifiquement, et le canaliser vers une autre des entreprises ratées de Damien. Je pensais que je protégeais la famille. Je vois maintenant que je ne faisais que permettre un crime. » Le visage de mon père, d'habitude un masque parfait de contrôle patricien froid, s'est simplement effondré. C'était le regard d'un roi dont le château venait d'être réduit en poussière sous ses propres yeux. Ma mère Éléonore avait l'air d'avoir vu un fantôme, le fantôme de sa propre intégrité. Damien n'a pas attendu pour voir plus. Il s'est retourné et s'est littéralement enfui, trébuchant à l'arrière de la scène, son costume coûteux s'accrochant à un câble de haut-parleur. Il a disparu dans l'obscurité. Tante Catherine a traversé la scène, dépassant les visages choqués et la mer d'écrans de téléphones lumineux, et est venue directement à ma table à l'arrière. Elle n'a pas dit un mot. Elle m'a juste enveloppé dans un câlin féroce et protecteur qui disait tout. Et pour la première fois de ma vie, dans une salle pleine de centaines d'étrangers, je ne me suis pas senti comme un paria. Je me suis senti vu. Les retombées n'ont pas été un lent incendie, mais une explosion. La vidéo de l'effondrement au grand salon, comme l'a immédiatement surnommée une blogueuse locale, est devenue virale dans les cercles sociaux de notre ville avant même que le dernier verre de champagne ne soit débarrassé. Le discours de tante Catherine, le visage paniqué de Damien, le témoignage silencieux et accablant de Madame Leclerc, tout était là, enregistré sur une centaine de téléphones différents et partagé sur toutes les plateformes imaginables. Les sponsors de Damien, les entreprises locales et les riches mécènes qui s'étaient alignés pour associer leur nom à sa marque de bien-être bidon ne sont pas juste partis, ils ont sprinté. Ils ont publié des déclarations publiques condamnant ses actions, désespérés de se distancier de l'odeur nauséabonde de sa fraude. La page GoFundMe a été fermée par la plateforme elle-même en quelques heures, et leur équipe Confiance et Sécurité a lancé sa propre enquête. Mes parents, les architectes de toute cette mascarade, sont entrés dans un mode frénétique de contrôle des dégâts, mais c'était comme essayer de réparer un barrage brisé avec du papier toilette. Ils ont appelé leurs puissants amis, les Martin, les Bernard, ceux avec qui ils jouaient au golf et partaient en vacances. Ils ont essayé de raconter une histoire désespérée et pathétique sur un fils profondément troublé et vindicatif, un ancien employé amer et mécontent, et une belle-sœur confuse et ménopausée. Mais les preuves étaient trop brutes, trop publiques, trop indéniables. Les masques avaient été réduits en cendres sous l'éclat de 100 lumières de smartphone, et ce qui restait en dessous était trop laid pour être ignoré. Leur monde de prestige social soigneusement construit, bâti sur des décennies de mouvements calculés et d'amitié stratégique, s'effondrait autour d'eux. Je m'attendais à ressentir une poussée de joie triomphale, une vague de victoire pure et sans mélange. Mais ce que j'ai surtout ressenti dans les jours qui ont suivi, c'était du calme. C'était le calme profond et résonnant d'une violente tempête qui était enfin passée, laissant derrière elle un paysage étrange, propre et irrévocablement altéré. La colère blanche et ardente qui avait été ma compagne constante pendant des semaines avait disparu, réduite à une braise basse et chaude. À sa place,
un sentiment de clarté saisissante. 2 semaines après le gala, mon téléphone a sonné. C'était mon père. J'ai regardé son nom sur l'écran, mon pouce hésitant au-dessus du bouton refuser. Mais je savais que je devais répondre. C'était le dernier fil lâche, le dernier fantôme à exorciser. Marc, a-t-il commencé. Sa voix était complètement différente. L'autorité tonitruante et confiante de la salle d'audience avait disparu. Elle avait été remplacée par un ton mince, faible et inconnu, la voix d'un homme vaincu. Ta mère, elle ne va pas bien. Elle n'a pas quitté sa chambre depuis des jours. J'ai attendu, ne disant rien. Tout cela a été un terrible malentendu, a-t-il poursuivi, la faiblesse dans sa voix commençant déjà à se reformer en une narrative familière et égoïste. Il y a des dynamiques familiales complexes en jeu ici. Des choses que tu ne comprends pas. Nous essayons toujours juste de te protéger, de te motiver, à notre manière. Me motiver, ai-je dit. Et ma propre voix était si calme qu'elle m'a fait peur. Vous appelez ça motivation, cacher mes lettres d'admission, donner mon héritage à mon frère, rester les bras croisés pendant qu'il essayait de détruire systématiquement ma réputation et ma carrière? Qu'est-ce que vous essayez exactement de me motiver à faire? Disparaître? Il y a eu un long silence. Je pouvais entendre sa respiration superficielle à l'autre bout de la ligne. Nous avons besoin que tu règles ça, Marc, a-t-il finalement dit, la supplication dans sa voix brute et pathétique. Nous avons besoin que tu fasses une déclaration publique. Dis que c'était une dispute familiale privée qui a été démesurément exagérée. Dis-leur que Madame Leclerc était confuse. Pour le bien de la famille, mon fils. Pour le bien de la famille. Les mêmes 4 mots qu'ils avaient utilisés comme bouclier et comme arme toute ma vie. Les mêmes 4 mots utilisés pour justifier chaque acte de cruauté, chaque rejet désinvolte, chaque injustice flagrante. Il n'y a pas de famille, ai-je dit. Et les mots sont sortis avec une finalité qui a ressemblé à une porte qui se ferme à jamais. Vous vous en êtes assuré il y a longtemps. La famille à laquelle vous tenez était une marque, une performance, une illusion. Et le spectacle est terminé. J'ai raccroché le téléphone avant qu'il ne puisse répondre. Je n'ai pas ressenti de colère ou de tristesse. J'ai ressenti la légèreté d'un grand poids soulevé de mes épaules. Je me suis senti libre. Et pendant que leur monde implosait, le mien se reconstruisait, tranquillement, miraculeusement. L'histoire de ce qui s'était passé au grand salon s'était répandue dans mon quartier, non pas comme des ragots salaces, mais comme autre chose, comme une histoire de vindication. Monsieur Dubois, mon voisin âgé, avait apparemment raconté l'histoire avec beaucoup de plaisir à tout le monde au magasin de bricolage local, me dépeignant comme une sorte de héros de la classe ouvrière. L'équipe de construction de Thomas, qui avait entendu l'histoire par lui, est venue chez moi le samedi suivant avec leur ceinture à outils et leur glacière de bière. On répare ce toit qui s'affaisse, a annoncé leur contremaître. Pas d'argument. Tu as des choses plus importantes à gérer. Ils ont refusé de prendre un centime. L'association des propriétaires, qui m'avait envoyé cette lettre de menace juste un mois auparavant, en a envoyé une nouvelle. C'était une lettre d'excuse formelle et personnelle de la présidente, une femme redoutable nommée Madame Lee. Elle a écrit que ma situation avait incité le conseil d'administration à revoir complètement son processus de plainte pour l'empêcher d'être utilisé comme une arme par les voisins. Elle m'a ensuite invité à rejoindre le comité de planification communautaire, disant qu'ils avaient besoin de quelqu'un avec mon engagement démontré envers l'intégrité du quartier. La chose la plus incroyable s'est produite lorsque GoFundMe, après son enquête, a été forcé de restituer les 18 000 € recueillis frauduleusement. Après consultation avec Élise pour m'assurer que tout était en ordre, je n'en ai pas mis un centime dans ma propre maison. Je suis descendu à la banque locale et j'ai ouvert un compte chèque pour une organisation à but non lucratif sous le nom de Projet Renaissance rue des Chênes. Son premier acte officiel n'a pas été de réparer mon Porsche. Il a été d'embaucher une équipe locale pour arracher et refaire le trottoir ébréché et cassé devant la maison de Monsieur Dubois, un danger de trébuchement qu'il ne pouvait plus traverser en toute sécurité. Son deuxième acte a été d'acheter de nouvelles bardeaux et de réparer le toit qui fuyait de l'abri à outils communautaire partagé au bout du pâté de maison. Les gens l'ont vu. Ils ont vu le travail, ils ont vu l'action, et ils ont commencé à aider. Ce n'était pas une grande campagne de collecte de fonds tape à accent grave-l'œil. C'était petit, significatif, réel. Une femme que je connaissais à peine a laissé une casserole chaude sur mon Porsche avec un mot disant un merci.
Un autre voisin a déposé un sac de plants de tomates pour un jardin. Les gens ont commencé à passer, non pas pour regarder la maison délabrée, mais pour demander si j'avais besoin d'un coup de main pour peindre. Un soir, alors que le soleil se couchait, mon téléphone a vibré, un message texte. C'était de Damien. Salut, les choses ont été très difficiles. Maman et papa doivent vendre la maison. Ils ne trouvent pas d'endroit à louer. Une chance qu'on puisse squatter chez toi pendant un moment? Juste le temps qu'on règle les choses. J'ai regardé l'écran et je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti un sentiment profond, presque cosmique, d'absurdité. J'ai regardé par ma nouvelle fenêtre, celle que Thomas et moi avions installée ensemble, et j'ai vu la lueur chaude de la lumière du porche allumée chez Monsieur Dubois. J'ai vu la zone propre et nette de nouvelles barres d'eau sur l'abri communautaire. J'ai vu les prémices d'un quartier, d'une communauté, d'un foyer. J'ai tapé ma réponse, mes doigts fermés sur. Il n'y a plus de place pour les mensonges ici. Je te souhaite la paix. J'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai bloqué son numéro, ainsi que celui de mon père et de ma mère. Le passé était enfin à sa place, enfermé dans le passé. Les saisons ont tourné comme elles le font toujours, indifférentes au drame humain. Les jours mélancoliques et frais de l'automne ont cédé la place à un hiver vif et propre, puis, lentement, miraculeusement, ont fondu dans le vert vibrant et plein d'espoir du printemps. 6 mois après l'effondrement au grand salon, ma vie était si fondamentalement différente que j'avais l'impression d'habiter le corps d'un autre homme. Ma petite maison délabrée à 1200 € n'était plus une maison délabrée. C'était, tout simplement, mon foyer. Le bardage écaillé et lépreux avaient disparu, remplacés par un bleu profond, chaleureux et accueillant. Le porche ne s'affaissait plus en signe de défaite. C'était un espace solide et invitant, renforcé par Thomas et peint d'un blanc propre. C'est là que Monsieur Dubois et moi nous asseyions parfois le soir avec des verres de thé glacé, regardant le monde passer, parlant de tout, de la politique à la meilleure façon de gérer les pucerons. Le projet Renaissance rue des Chênes avait pris vie, grandissant au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce qui avait commencé avec un trottoir pour Monsieur Dubois et un toit pour un abri s'était épanoui en un jardin communautaire à part entière. Nous avions obtenu la permission de la ville d'occuper un terrain vague autrefois utilisé comme dépotoir au bout de la rue. Le samedi matin, c'était l'endroit où il fallait être. Les enfants du quartier, les mains et le visage barbouillés de terre, venaient apprendre à planter des tomates et des carottes. Leurs parents apportaient des thermos de café et des boîtes de beignets. Nous construisions quelque chose de plus qu'un jardin, nous tissions des liens, un nouveau tissu social pour notre petit coin du monde. Madame Lee de l'association des propriétaires, une femme que j'avais autrefois considérée comme une adversaire potentielle, est devenue l'une de nos plus grandes championnes, nous aidant à obtenir une petite subvention d'embellissement de la ville. Ma vie professionnelle avait connu une transformation similaire. Le docteur Vidal avait tenu parole. Une fois la poussière retombée, elle n'a pas seulement rétabli ma position, elle m'a promu. J'étais maintenant à la tête d'un nouveau département qu'elle avait créé, initiative de subvention basée sur la communauté. Mon travail ne consistait plus seulement à rédiger des propositions à distance. Il s'agissait d'utiliser mon expérience de première main pour identifier et financer de petits projets locaux, exactement comme le mien. Mon travail avait une profondeur et un sens qu'il n'avait jamais eu auparavant. Il ne s'agissait pas seulement d'obtenir des fonds, il s'agissait de donner aux gens les moyens de reconstruire leur propre monde, un petit projet à la fois. Mon ancienne famille est devenue un écho lointain et s'estompant. J'ai appris par tante Catherine, avec qui je parlais maintenant chaque semaine, qu'ils avaient vendu la grande maison pour moins que sa valeur, désespérés d'échapper aux retombées sociales. Ils avaient déménagé dans un complexe de condos plus petit et anonyme, à quelques villes de là. La carrière d'influenceur de Damien s'était évaporée du jour au lendemain. Il travaillait apparemment dans la vente au détail dans un grand magasin, sa marque de bien-être étant un actif toxique que personne ne voulait toucher. Ils n'ont jamais essayé de me contacter à nouveau après que j'ai bloqué leur numéro. Leur silence a été le cadeau le plus profond et le plus durable qu'ils m'aient jamais fait. Ma nouvelle famille, ma famille choisie, était le centre de mon monde. Nous avions établi une tradition de dîner du dimanche chez moi. Nous nous rassemblions autour d'une table en chêne rustique et solide que Thomas m'avait construite comme cadeau de pendaison de crémaillère. Le fantôme d'acajou de la table de mes parents était banni pour toujours. À cette table, la conversation était bruyante, les rires étaient réels et sans retenue, et il n'y avait pas un seul ressentiment inexprimé qui bouillonnait sous la surface. C'était juste nous, Thomas, tante Catherine, Monsieur Dubois, Élise et Diane. Ma bande de marginaux.
ma famille. Un samedi après-midi pluvieux d'avril, j'ai décidé qu'il était enfin temps d'attaquer la dernière frontière de la maison, le grenier poussiéreux, exigu et légèrement effrayant. C'était une capsule temporelle de négligence, remplie de vieux journaux et de vieilles choses oubliées. J'y suis resté des heures, retirant de vieilles isolations tachées d'eau, éternuant à cause de la poussière. Alors que je retirais une section particulièrement tenace près des avant-toits, ma main a heurté quelque chose de dur et de creux, une latte de plancher lâche. La curiosité aiguisée, j'ai trouvé un pied de biche et l'ai doucement soulevé. Le vieux bois a gémi en signe de protestation. En dessous, nichée dans l'espace sombre et poussiéreux entre les solives, se trouvait une petite boîte en fer blanc. C'était le genre de boîte que les gens utilisaient pour garder des documents, rouillés sur les bords mais solides et lourdes. Mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite. Cela ne faisait pas partie de la structure originale de la maison. Quelqu'un l'avait cachée ici. J'ai porté la boîte en bas et l'ai posée respectueusement sur ma table de cuisine propre, essuyant des décennies de poussière de son couvercle avec la manche de ma chemise. Le loquet était raide, mais j'ai réussi à l'ouvrir. À l'intérieur, posée sur un lit de gaze jaune, se trouvait une enveloppe. Elle était épaisse et crémeuse, le genre de papier à lettres coûteux que les gens n'utilisent plus. L'écriture sur le devant, bien que pâle, était instantanément reconnaissable. C'était celle de mon grand-père, le père de ma mère, un homme calme et gentil qui était décédé quand j'étais adolescent. Il était charpentier de métier, un homme qui croyait en la valeur des choses construites pour durer. Il avait toujours semblé me voir, vraiment me voir, d'une manière que personne d'autre dans la famille n'avait jamais eue. La lettre était simplement adressée à Marc. Mes mains, maintenant calleuses et capables, tremblaient légèrement en sortant la lettre. Mon cher Marc, elle commençait. Si tu lis ceci, cela signifie que tu as trouvé ma vieille cachette. J'ai toujours aimé cette petite maison. C'était la première maison que ta grand-mère et moi ayons possédée. L'endroit où nous avons ramené ta mère à la maison. J'ai le sentiment qu'un jour, tu pourrais aussi avoir besoin d'un endroit pour recommencer. Tu as un bon cœur, une main ferme et une force tranquille que la plupart des gens sont trop bruyants pour remarquer. Ta mère, elle t'aime à sa manière compliquée, mais elle a toujours été aveuglée par les paillettes. Elle prend l'objet le plus brillant de la pièce pour le plus précieux. Mais toi, mon garçon, tu n'es pas des paillettes. Tu es de l'or. Vrai, solide et authentique. Il ne crie pas pour attirer l'attention, il a juste de la valeur. Ne les laisse jamais, jamais te convaincre du contraire. Les larmes brouillaient la vieille encre. Je les ai essuyées avec le dos de ma main et j'ai continué à lire. Je n'ai jamais été un homme riche, mais j'ai économisé ce que j'ai pu au fil des ans. Je voulais que tu aies quelque chose qui soit juste à toi. Un sanctuaire loin du bruit. Un endroit pour trouver et tester ta propre force. Une fondation. Sous la lettre se trouvait un autre document plié soigneusement, un acte de propriété. C'était pour une petite cabane de 2 chambres sur un lac à 2 heures au nord de la ville. Elle était signée, notariée et légalement enregistrée à mon nom. La date dessus était celle de mon 18e anniversaire. C'était l'héritage dont Madame Leclerc avait parlé. Celui que mes parents avaient caché. Celui qui lui avait dit être mieux utilisé pour l'une des nombreuses entreprises ratées de Damien. Ils avaient caché la vérité, mais ils ne pouvaient pas vendre la propriété sans ma signature, une signature qu'ils savaient ne jamais pouvoir obtenir. Alors ils l'avaient simplement enterrée. Je me suis effondré sur une chaise, l'acte dans une main, la lettre dans l'autre. Ce n'était pas un billet de loterie. Ce n'était pas un coup de chance. C'était une découverte. Une récompense que j'avais gagnée en versant ma propre sueur, mon sang et mon cœur dans la maison même que mon grand-père avait aimée. J'avais littéralement déterré ma propre histoire. Mon propre héritage caché. Le week-end suivant, Thomas, tante Catherine et moi avons fait un road trip. La cabane était exactement comme je l'avais imaginé, petite, simple et sentant bon les aiguilles de pin et les vieux souvenirs heureux. C'était parfait. Nous 3 nous sommes assis sur le petit ponton en bois, nos pieds pendant dans l'eau fraîche et claire, regardant le coucher de soleil peindre le lac dans des nuances impossibles d'orange, de rose et de violet. Il savait, a dit doucement tante Catherine, posant une main sur mon épaule. Ses yeux étaient embués. Il te voyait, Marc. Il t'a toujours vu. J'ai regardé l'eau, le vaste ciel paisible, et j'ai senti le dernier fantôme persistant du passé se dissiper enfin. Le fantôme du garçon qui voulait juste que son nom soit correctement orthographié sur son gâteau d'anniversaire avait disparu.
À sa place se tenait un homme qui connaissait sa propre valeur, non pas parce que quelqu'un la lui avait donnée, mais parce qu'il l'avait excavée, revendiquée et reconstruite avec ses propres mains. Alors me voici. Cela fait une année complète depuis ce premier jour de pluie misérable, où j'étais assis dans ma voiture, fixant cette maison et me demandant si je venais de faire la plus grosse erreur de ma vie. Il s'avère que c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. La maison n'est plus une épave. C'est un foyer, rempli de lumière et de rire. La cour n'est plus un désordre envahi. C'est un jardin qui nourrit mes voisins et mon âme. Ma vie n'est plus une note de bas de page silencieuse et négligée dans l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est une histoire que j'écris moi-même, avec détermination et avec joie, chaque jour. Je pense encore à ce dernier message texte pathétique de Damien, me demandant si lui et mes parents pouvaient squatter chez moi pendant un moment, juste le temps qu'on règle les choses. L'audace pure et à couper le souffle de cette demande est toujours stupéfiante. Ils voulaient les clés de ma maison, mais ils n'ont jamais compris, pas une seule seconde, ce qu'était vraiment un foyer. Ils pensaient que c'était une question de parquet en acajou poli, de lustre en cristal, et d'avoir la bonne adresse dans le bon quartier. Ils pensaient qu'un foyer était une scène, une toile de fond pour la photo de famille parfaite. Ils pensaient que c'était quelque chose que l'on pouvait acheter, hériter ou obtenir par la ruse. Ils avaient profondément, fondamentalement tort. Un foyer, ce ne sont pas les 4 murs qui vous entourent. C'est la fondation sous vos pieds. Et ma fondation, celle sur laquelle je vis maintenant, n'est pas construite sur une lignée partagée ou un nom de famille. Elle est construite sur la loyauté librement donnée. Elle est construite sur la gentillesse sans arrière-pensée. Elle est construite sur le travail partagé et les rires faciles et sincères. Elle est construite avec l'aide d'un ami qui arrive avec des pizzas et des bières quand vous êtes au plus bas. Une tante qui trouve le courage de dire sa vérité après 20 ans de silence. Un vieux voisin bourru qui vous apprend à réparer un tuyau qui fuit. Et toute une communauté qui décide de se rassembler autour de vous lorsque vous trouvez enfin la force de vous défendre. Mon grand-père avait raison. Parfois, la famille dont vous avez besoin n'est pas celle dans laquelle vous êtes né. C'est celle que vous construisez. Mon investissement de 1 200 € ne m'a pas seulement acheté une maison délabrée. Il m'a acheté ma liberté. Il m'a acheté un avenir. Il m'a acheté une vie. Ce qui a commencé comme un acte de défi, un exil dans ce que je pensais être une existence solitaire et misérable, s'est avéré être le plus grand cadeau qui m'ait jamais été offert. Cela m'a forcé à démolir toute ma vie jusqu'au montant, à affronter la pourriture et la décomposition, et à construire quelque chose de réel, quelque chose de vrai, quelque chose qui était entièrement à moi, depuis la base. Et c'est une fondation que personne, aussi manipulateur ou cruel soit-il, ne pourra jamais m'enlever. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je le pense vraiment. J'espère qu'elle a résonné en vous d'une certaine manière, ou du moins qu'elle vous a fait vous sentir un peu moins seul dans vos propres luttes. Avez-vous déjà été dans une situation où vous deviez choisir entre qui vous êtes et qui votre famille voulait que vous soyez? C'est une position difficile. Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous, et il y a une force à savoir que nous ne sommes pas les seuls. Et, si cela ne vous dérange pas, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite.